Mes parents m'ont utilisé et ont payé le mariage de ma sœur avec mes économies. Je l'ai découvert sur Facebook grâce aux sponsors restés à la maison. Ma mère a écrit en me taguant. J'ai répondu, demain, vous aurez une grosse surprise. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. 14 heures plus tard, ma mère m'a appelé 17 fois en panique. Le fiancé de ma sœur frappait désespérément à ma porte. Mon père me suppliait de les écouter. Quand j'ai vu le poste pour la première fois, je n'ai même pas été choqué. J'ai senti une chaleur monter dans ma poitrine, une sorte de fureur bouillonnante qui n'est pas venue d'un coup, mais s'est répandue lentement en moi, comme de la fumée envahissant une pièce. Ma mère a posté une photo du mariage, ma sœur dans sa robe, rayonnante comme une mariée Disney, mon père et ma mère de chaque côté d'elle, des dizaines de personnes derrière eux applaudissant, un lieu qui ne devait certainement pas être bon marché. Ça m'a frappé en plein ventre. Je n'étais même pas invité au mariage. Je n'en avais pas entendu parler depuis des semaines. Il s'était muré dans le silence depuis que ma sœur et son fiancé s'étaient disputés à propos d'argent lors d'un barbecue que je n'étais pas censé entendre. J'avais juste pensé que ça avait été reporté ou réduit. Mais maintenant, il me remerciait publiquement pourquoi? J'ai cliqué sur les photos, la nourriture, le groupe, l'énorme gâteau. Rien de tout cela ne ressemblait à quelque chose qu'il pouvait se permettre en ce moment, à moins qu'il n'ait reçu de l'aide ou utilisé de l'argent qui ne leur appartenait pas. C'est là que j'ai commencé à comprendre. Les 8500 $ que j'avais laissés à mes parents pour qu'ils les gardent en sécurité. Ils étaient sur leur compte depuis des mois. Je ne voulais pas les garder dans mon appartement parce que le quartier n'était pas génial et je n'utilisais pas beaucoup les services bancaires en ligne à l'époque. C'était censé être pour une voiture. Ma voiture était à bout de souffle. J'avais travaillé sans relâche pour économiser cet argent, et maintenant je regardais un mariage auquel je n'avais pas assisté, dont je ne savais pas qu'il avait lieu, et dont j'étais apparemment le sponsor. Pourtant, une partie de moi espérait que je me trompais, que c'était peut-être juste une blague, que c'était peut-être leur façon de me remercier pour autre chose, que ce n'était peut-être pas mon argent. J'ai appelé mon père, je lui ai dit que j'avais besoin de lui poser une question, je voulais juste savoir si l'argent était toujours là où je l'avais laissé. Il n'avait même pas l'air coupable, il a dit qu'il l'avait utilisé, que le mariage était arrivé rapidement, que les choses étaient serrées et qu'ils avaient besoin d'aide, que de toute façon il était juste là, que je ne l'utilisais pas. Comme si cela justifiait tout. Il l'a dit comme si ce n'était pas grave, comme si ce n'était pas du vol, comme si ce n'était pas une trahison. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas disputé. J'ai juste raccroché. C'est à ce moment-là que tout s'est mis en place. Le poste, les sourires, le manque d'invitation. Tout avait un sens. Il ne voulait pas que je sois là parce que je n'étais pas un invité, j'étais un distributeur automatique. Cette nuit-là, j'ai appelé un avocat, quelqu'un que je connaissais depuis l'université, et je lui ai tout raconté. L'argent était à moi, laissé en fiducie, aucune permission n'avait été donnée, pas de prêt, juste un pur droit d'une famille qui ne pensait clairement pas que je ferais quoi que ce soit à ce sujet. Le lendemain matin, la plainte était déjà en cours. À 9h03, j'ai envoyé un message vocal à ma mère, « Demain, vous aurez une grosse surprise. » Elle a dû l'écouter tout de suite parce que la panique s'est installée rapidement. À midi, elle m'avait appelé 17 fois. Mon père m'a envoyé 2 textos puis m'a laissé un message vocal disant que tout cela était un malentendu. Le fiancé de ma sœur s'est présenté à ma porte comme si c'était une question de vie ou de mort. Je n'ai pas ouvert parce qu'il ne s'agissait plus seulement d'argent, il s'agissait de respect, et ils étaient sur le point d'apprendre ce qui se passe quand on traite quelqu'un comme s'il était jetable. Le silence qui a suivi mon message a été de courte durée. À exactement 6h41, mon téléphone s'est allumé avec le premier appel, « Papa ». Puis de nouveau, 2 minutes plus tard. Puis un texto, « Rappelle-moi. Nous devons parler avant que ça ne dégénère. » À 7h15, j'avais reçu 9 appels manqués, 3 de maman, 2 de ma sœur, 4 de mon père. Je n'ai répondu à aucun d'eux. J'ai juste continué à rafraîchir les mises à jour de suivi de mon avocat. Les documents étaient sortis, livraison certifiée, pas seulement une lettre, une demande complète de remboursement avec les intérêts et les frais juridiques inclus. L'avocat a veillé à ce que ce soit clairement indiqué, vol de fonds confiés détenus sans autorisation. À 8h03, mon père a envoyé un message, pas pour s'excuser, pas pour arranger les choses, mais, ça, tu dois te calmer. Ce n'était pas que nous. Ryan a dit que c'était bon. Parle à ton futur beau-frère. Je suis resté à le regarder pendant une seconde.
Ryan, le fiancé de ma sœur. Je ne l'avais même pas envisagé. Il me parlait à peine en dehors des affaires de famille, et nous n'avons jamais été proches. Je ne pensais même pas qu'il était au courant de l'argent. Mais maintenant, apparemment, c'était toute sa faute. Mon père a toujours été bon pour rejeter la faute, mais c'était la première fois qu'il jetait quelqu'un en dehors de la lignée de sang sous le bus. Il avait peur. Je pouvais le sentir. Il ne s'agissait plus seulement d'argent. S'ils avaient impliqué quelqu'un d'autre, même de façon tangentielle, la situation juridique empirait. À 9h26, ma sœur a essayé d'appeler. J'ai laissé sonner. Puis sont venus les messages de sa part, un flot de messages, disant d'abord qu'ils étaient désolés que je me sente pris au dépourvu, puis qu'ils ne pensaient pas que je réagirais de cette façon, puis que je faisais une montagne de quelque chose qu'ils avaient déjà utilisé. Déjà utilisé. Elle a vraiment écrit ça, comme si mes économies étaient un coupon périmé. Je n'ai pas répondu, mais je savais que ce n'était pas fini. Vers 17h45, j'ai entendu frapper fort à la porte de mon appartement, pas de manière agressive, juste persistante. Quelqu'un ne partait pas sans une conversation. J'ai regardé par le Judas, Ryan. Il était seul, pas de costume, pas de cravate comme sur les photos du mariage, juste un jean, un t-shirt et cette expression qui essayait d'avoir l'air neutre mais n'y parvenait pas. J'ai ouvert la porte, pas parce que je voulais parler, mais parce que j'avais besoin d'entendre l'excuse bidon qu'il allait amener avec lui. Il est entré sans demander et a immédiatement commencé à parler, disant qu'il ne savait pas que l'argent était à moi, qu'il pensait que mes parents avaient aidé à payer les frais du mariage et que c'était tout, qu'il n'avait découvert que l'argent était à moi que le lendemain du mariage quand il a vu le post Facebook de ma mère et a posé des questions sur la légende. Je n'ai rien dit. Puis il a dit quelque chose qui a tout empiré, ton père nous a dit de ne pas t'inviter, a dit que tu compliquais les choses, que tu n'avais jamais vraiment été impliqué de toute façon, et qu'il valait mieux que tu ne sois pas là. Il l'a dit comme s'il m'offrait une conclusion, comme si cela me ferait me sentir mieux. Tout ce que cela a fait, c'est confirmer tout ce que je soupçonnais. Il n'avait pas oublié. Il n'avait pas fait d'erreur. Il m'avait exclu exprès. Je lui ai posé une question, s'est-il jamais arrêté pour demander à qui appartenait l'argent? Il a baissé les yeux et a dit, non. Je lui ai dit de partir. Il a essayé de le justifier à nouveau, parlant du stress que causaient les mariages, de la pression que tout le monde subissait, que tout cela n'était qu'un malentendu. J'ai ouvert la porte et j'ai attendu qu'il sorte. À 7h le lendemain matin, la lettre avait été reçue. Le même jour, mon père a rappelé. Cette fois, j'ai décroché. Il n'a pas crié, ne s'est pas excusé non plus, il avait juste l'air fatigué, il a dit, tu vas vraiment jusqu'au bout avec ça? J'ai dit, oui, absolument. Alors il a dit quelque chose qui a tout mis en place, c'est à cause de lui, Michael. Ryan a dit qu'il pouvait couvrir la différence. Nous essayons juste d'aider ta sœur. Si tu veux l'argent, par lui. Il refilait encore le bébé, faisant semblant que rien de tout cela n'était de son fait. Mais j'avais déjà parlé à Ryan, et Ryan avait clairement dit qu'on lui avait dit que je m'en ficherais. Ils étaient tous de mèche, peut-être pas à parts égales, mais personne ne l'a arrêté. Cette nuit-là, j'ai reçu un message vocal de ma sœur. Elle pleurait, disait que la plainte était en train de déchirer la famille, disait que papa lui avait promis que ça serait géré discrètement, qu'il lui avait dit que je n'avais pas besoin de le savoir. Et puis elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, je ne t'ai pas invité parce que je ne voulais pas t'entendre dire non. Je pensais que si tu n'étais pas là, ce serait plus facile. Plus facile. Ils ont utilisé mon argent, m'ont laissé de côté, ont menti, et c'était plus facile comme ça. C'est là que j'ai su que je ne poursuivais pas seulement pour l'argent, je poursuivais pour leur rappeler que je n'étais pas jetable. Le lendemain matin, quelqu'un a sonné à mon interphone à 6h57. Je n'ai pas bougé. Ils ont sonné à nouveau, puis 3 fois de plus. J'ai finalement vérifié le flux de la caméra, m'attendant à revoir Ryan. Non. Cette fois, c'était tous les trois, mon père, ma sœur, Ryan, tous debout devant l'entrée principale comme un groupe débraillé. Ma sœur faisait les 100 pas, papa avait les bras croisés, Ryan parlait vite, essayant probablement de les convaincre que c'était une erreur. Je ne les ai pas fait entrer. À 7h03, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Je n'ai pas répondu. À 7h05, mon père a envoyé un texto, nous sommes en bas. Ouvre la porte. Nous ne partirons pas tant que nous n'aurons pas parlé.
Je les ai laissés attendre 20 minutes avant de descendre. Ils étaient toujours là quand j'ai ouvert la porte de l'immeuble. Ma sœur a levé les yeux comme si elle était sur le point de s'effondrer. Ryan a évité tout contact visuel. Mon père s'est lancé directement dans son discours, a dit que ça avait dégénéré, que nous étions une famille, que les poursuites étaient pour les étrangers, pas pour le sang, qu'il essayait de réparer ça. Je lui ai posé une question, une seule, leur avez-vous dit que c'était bon d'utiliser mon argent? Il a dit non, puis oui, puis en quelque sorte, puis a blâmé Ryan, a dit que Ryan était censé payer une partie du mariage mais qu'il n'avait pas assez d'argent et que tout se serait effondré s'il n'était pas intervenu, qu'il supposait que je comprendrais, que c'était juste un mauvais timing. Puis Ryan est intervenu, disant que mon père lui avait dit que je n'étais pas impliqué dans les affaires de famille, que ça ne me dérangerait pas d'aider, et que tout avait déjà été décidé au moment où il a découvert à qui appartenait vraiment l'argent. Je me suis tourné vers ma sœur. Elle m'a à peine regardé. Je lui ai demandé directement si elle savait que c'était mon argent. Elle a acquiescé. Je ne savais pas quoi faire. Je pensais que papa s'en occupait. Il a dit qu'on te rembourserait discrètement. Discrètement. Comme si j'étais un problème à gérer, pas un frère, pas un invité, juste une tirelire. Puis papa a dit quelque chose qui a scellé l'affaire, c'est pour ça qu'on ne voulait pas que tu sois impliqué dans le mariage, tu réagis toujours de manière excessive. J'ai ri, j'ai vraiment ri, parce que j'ai réalisé à ce moment-là qu'ils croyaient vraiment qu'ils étaient les victimes ici, que c'était moi qui étais irrationnel en voulant récupérer mon argent volé, que c'était en quelque sorte une trahison que je ne les laisse pas balayer ça sous le tapis. J'ai regardé Ryan. Tu épouses ça, ai-je dit. Tu devrais savoir à quoi tu t'engages. Il n'a pas dit un mot. Ils ont commencé à hausser le ton, à supplier, à menacer, à supplier. Ma sœur a dit qu'ils ne pouvaient pas me rembourser tout de suite, qu'ils avaient déjà utilisé le fonds de voyage de noces pour les meubles, que si je poursuivais la plainte, elle pourrait perdre son emploi parce qu'elle avait co-signé quelque chose pour le lieu de réception. Mon père n'arrêtait pas de répéter la même chose, que Ryan avait accepté, que ce n'était pas du vol, que je faisais tout un plat. Puis Ryan a craqué, vous m'avez dit que c'était un cadeau de Michael. Vous avez dit que ça ne le dérangerait pas. La cour est devenue silencieuse. Ma sœur s'est tournée vers mon père. Est-ce vrai? Il n'a pas répondu. Puis elle a dit, tu m'as dit que c'était l'idée de Ryan. Tout a dégénéré à partir de là. Ils ont commencé à se disputer juste là devant mon immeuble, s'accusant mutuellement, criant pour savoir qui avait dit quoi, mon père blâmant Ryan, ma sœur blâmant les deux, Ryan essayant de s'éloigner pendant que ma sœur attrapait son bras. Je suis resté là à regarder pendant 1 minute, puis j'ai dit, vous pouvez tous expliquer ça à un juge. Et je suis remonté. Au moment où j'ai fermé ma porte, j'avais déjà un autre message vocal de ma mère. Elle pleurait encore, mais je ne l'ai pas écouté parce que la plainte n'était que le début. Les papiers sont arrivés dans leur boîte aux lettres 3 jours plus tard. Mon avocat m'a appelé cet après-midi juste pour dire, j'espère que vous êtes prêts parce que ça va devenir moche. Il n'avait pas tort. Ce soir-là, mon père m'a envoyé un texto, tu vas regretter de faire ça à ton propre père. Pas d'excuses, pas d'explications, juste ça. À la fin de la semaine, l'avocat a confirmé ce que je soupçonnais déjà, l'argent avait été transféré du compte le lendemain du mariage. Mon nom n'a jamais été ajouté au compte, mais nous avions la preuve que je l'avais transféré à mes parents pour qu'ils le gardent en sécurité, et j'avais toujours le message de ma mère lorsqu'elle a accusé réception. Il n'y avait pas de contrat de prêt, mais il y avait suffisamment de traces écrites pour construire une affaire autour de la confiance et de l'utilisation abusive de fonds. Et la partie qui a vraiment fait mal, ma sœur avait elle-même signé les contrats avec les prestataires du mariage. Son nom était surtout, le fleuriste, le DJ, le lieu. Ce n'était ni mon père ni Ryan, c'était elle. L'avocat a envoyé un deuxième avis à toutes les parties demandant le remboursement à mon père et à ma sœur. C'est alors que les choses ont explosé. Soudain, ma sœur a basculé. Elle m'a appelé à nouveau en larmes, cette fois en sanglotant que papa lui avait menti aussi, qu'elle n'avait jamais voulu que ça arrive, qu'elle voulait juste une belle journée après tout le stress de la planification, et que papa a dit qu'il s'occuperait de l'argent. Mais il était trop tard. Nous avions dépassé le point de sauvetage. Puis Ryan m'a appelé, a vraiment appelé, pas pour se défendre cette fois, pour jeter mon père sous le bus complètement. Il m'a dit que mon père avait emprunté de l'argent à quelqu'un d'autre il y a des mois, un prêt personnel dont il n'avait parlé à personne, qu'il avait utilisé une partie de mon argent pour effectuer un paiement sur ce prêt avant le mariage,
et qu'une partie seulement avait réellement servi au mariage lui-même. Donc, non seulement ils avaient dépensé mon argent, mais ils avaient menti sur l'endroit où il était allé, et ma sœur ne le savait même pas. Elle m'a rappelé ce soir-là, elle a dit qu'elle avait confronté papa et qu'il avait explosé, qu'il lui avait dit que si elle ne le soutenait pas, elle tournait le dos à la famille. Elle a dit qu'il avait commencé à la blâmer de ne pas m'avoir gardé sous contrôle, comme si c'était de sa faute si elle ne m'avait pas dissuadé. C'était la dernière fois qu'elle essayait de me faire abandonner, et je ne l'ai pas fait. Mon avocat a déposé la plainte 2 semaines plus tard, tribunal civil, remboursement intégral plus frais juridiques. Les documents nommaient directement mon père, avec ma sœur et Ryan comme témoins de l'utilisation abusive des fonds. Maman a arrêté d'appeler. Elle a juste commencé à envoyer des messages tous les 2 jours avec des phrases vagues comme « ça va nous déchirer » et « nous essayons seulement de l'aider ». Mais rien de tout cela n'avait plus d'importance parce qu'un par un le reste de la famille a commencé à me contacter. Mon oncle m'a envoyé un texto, j'ai vu les photos du mariage. Je ne savais pas que tu n'étais pas là. C'est nul. Mon cousin a appelé et a dit, tout le monde à la réception pensait que tu étais à l'étranger. C'est ce que ton père nous a dit. Et ma grand-mère, la seule qui m'ait jamais traité comme un être humain, m'a appelé juste pour dire, tu fais ce que tu as à faire, mon chéri. Ils nous ont tous embarrassés. Au moment où la date du procès a été fixée, la moitié de la famille ne parlait plus à mes parents, les voisins l'avaient découvert, ma tante en avait entendu parler par l'église, ma sœur a cessé de publier des photos du mariage. Celles qui étaient déjà en ligne, elle les a supprimées. Et l'hypothèque? Oui, c'est venu ensuite. J'avais l'habitude de leur envoyer de l'argent parfois, discrètement, j'aidais à payer l'assurance de leur voiture, je payais la facture d'électricité 2 fois. Rien d'énorme, juste assez pour maintenir les choses stables. Mais après tout ça, je leur ai dit qu'ils ne verraient plus jamais un centime de moi. C'est alors que la panique s'est transformée en véritable désespoir. La date du procès était maintenant gravée dans le marbre, 3 juin, 10 heures, le procès civil pour l'utilisation non autorisée de fonds serait entendu. Mon avocat a dit que c'était une affaire propre, pas simple émotionnellement, mais simple légalement. Je ne me sentais même pas anxieux, juste concentré. C'était la première fois depuis des semaines que j'avais l'impression d'avoir repris le contrôle. C'est alors que le véritable dénouement a commencé. J'ai arrêté de répondre aux messages de ma mère en premier. Elle n'arrêtait pas d'envoyer des textos comme « Tu n'es pas une personne cruelle, je le sais et asseyons-nous et parlons avant qu'il ne soit trop tard ». Mais elle n'a jamais nié ce qu'ils ont fait, n'a jamais même admis non plus. Ces textos n'étaient que des appâts émotionnels, jamais de responsabilité. Je l'ai bloqué. Puis j'ai bloqué à nouveau ma sœur après qu'elle m'ait envoyé un message depuis un autre nouveau numéro me demandant si je considérerais au moins mettre la plainte en pause. Elle a dit qu'ils essayaient de refinancer le prêt automobile et qu'ils n'avaient plus les moyens de payer les mensualités minimales. Je n'ai pas répondu, pas même pour dire non. Le lendemain matin, mon père m'a laissé un message vocal. « Tu vas vraiment jusqu'au bout avec ça, hein? Tu penses que c'est la justice? Tu vas te sentir bien en poursuivant ton propre père pourquoi? De l'argent que tu n'utilisais même pas. » Je n'ai pas pris la peine de répondre. Je l'ai sauvegardé et je l'ai transféré à mon avocat. Mais le même après-midi, ma sœur a appelé depuis un autre numéro. Elle avait l'air fatiguée, différente d'avant. J'entendais des gens se disputer en arrière-plan. Elle m'a dit que Ryan avait déménagé temporairement pour aller vivre chez un ami, que les choses étaient tendues, que la dispute à propos de l'argent s'était transformée en quelque chose de plus grand, que Ryan blâmait mon père de l'avoir fait passer pour un idiot et, pire, un voleur. Puis elle a dit quelque chose qui m'a fait faire une pause, il parle de renoncer au mariage. Je n'ai pas répondu. Elle a continué, elle a dit que les dettes du mariage s'accumulaient, elle a dit que mon père n'avait pas versé sa contribution habituelle à l'hypothèque ce mois-ci et qu'il manquait de près de $800, qu'elle avait du retard sur la facture d'électricité, qu'il payait toujours des intérêts sur les chaises du mariage. Les chaises, bon Dieu, et sa banque avait déjà appelé 2 fois. Puis elle l'a dit, tu vas juste nous abandonner? Je ne lui ai pas répondu tout de suite. Je voulais dire quelque chose de mesuré, mais à la place, j'ai demandé, vous êtes-vous déjà arrêté pour vous demander comment je payais mon loyer tout en économisant pour cette voiture? Elle est restée silencieuse. Savez-vous combien de quarts de travail j'ai pris les week-ends, combien de fois j'ai dit non pour sortir avec des amis parce que j'économisais chaque dollar que je pouvais? Est-ce que cela vous a déjà traversé l'esprit quand vous les avez vus le dépenser en gâteaux et en décorations et en un stupide mur de ballon? Elle a recommencé à pleurer,
mais je ne me suis pas adouci parce qu'il ne s'agissait plus seulement de l'argent. C'était l'absence totale de reconnaissance, comme si j'étais une note de bas de page dans leur vie, quelqu'un qui n'avait pas d'importance à moins qu'il n'ait besoin de quelque chose. Puis je lui ai rappelé, il y avait 56 personnes à votre mariage. 56, vous ne m'avez même pas envoyé d'invitation. Elle a murmuré, je ne voulais pas t'entendre dire non. C'est parce que tu savais déjà quelle aurait été la réponse. J'ai mis fin à l'appel. Plus tard dans la nuit, mon père m'a envoyé un texto, si ça va au tribunal et que ça finit sur mon dossier, on perd la maison. Réfléchis à ce que tu fais. Je n'ai pas répondu parce que pendant des années, j'avais réfléchi à ce que je faisais chaque fois que je couvrais une facture, chaque fois que je disais oui pour prêter de l'argent, chaque fois que j'aidais sans qu'on me le demande, et ils ne disaient même pas merci. J'avais l'habitude de leur envoyer des mots discrets, j'ai payé la facture d'eau une fois, j'ai partagé l'assurance automobile quand les heures de mon père ont été réduites. Ils ne m'ont jamais demandé de le faire, pas à voix haute. Ils s'assuraient simplement que je sache quand ils étaient à court, et j'intervenais. Plus maintenant. Je me suis retiré du Netflix commun, j'ai coupé la ligne téléphonique supplémentaire que je payais sur mon forfait, j'ai dit à ma banque de bloquer toute tentative future de prélèvements automatiques sur les services publics liés à mon nom. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la clarté, et une fois que ça a commencé, c'était comme si je pouvais enfin respirer à nouveau. Mon cousin m'a contacté cette semaine et a dit, il raconte aux gens que tu as tourné le dos à la famille. Je lui ai envoyé des captures d'écran du post Facebook et de la confirmation de transfert de ma banque. Il n'a pas répondu après ça. Ma grand-mère a appelé. Elle a 84 ans et n'envoie même pas de texto. Elle a dit que ma mère allait pleurer devant les voisins en leur disant que j'étais sans cœur. Je lui ai dit la vérité, simple et claire. Elle a dit, je ne te blâme pas. Ils se sont humiliés et nous ont humiliés. Ils devront répondre de ça seuls. Et puis elle a raccroché. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, j'ai dormi toute la nuit parce que maintenant je n'attendais plus que personne n'explique, je n'espérais plus qu'il change d'avis. J'avais enfin tracé la ligne. Le procès était fixé au 3 juin, mais la vérité était déjà écrite sur le mur bien avant que je ne mette les pieds dans le bâtiment. Ils ont essayé de le retarder. Mon père a demandé un report en disant qu'il avait besoin de plus de temps pour se préparer. Mon avocat a répondu en présentant des documents montrant qu'ils avaient déjà eu près d'un mois et que tout retard ne ferait qu'augmenter les coûts de mon côté. Le juge s'est rangé à nos côtés. C'était la première fissure réelle dans leur confiance. La nuit avant l'audience, j'ai reçu un dernier texto de mon père, peu importe ce qui arrive demain, souviens-toi juste que c'était ton choix. Je n'ai pas répondu. J'ai porté une simple chemise boutonnée et un jean au tribunal. Aucune famille n'est venue avec moi, personne n'était assis derrière moi. Mon avocat et moi sommes entrés, avons présenté notre cas, et avons laissé la vérité faire le travail. Nous avions le reçu original du virement bancaire, le texto entre moi et ma mère lorsque je leur ai demandé de garder l'argent, le post Facebook remerciant le sponsor qui était resté à la maison, une version imprimée du message de mon père disant que Ryan avait accepté, et le message vocal où ma sœur a admis que papa lui avait dit de ne pas m'inviter. Ils n'ont même pas essayé de nier que l'argent était à moi, ils ont juste essayé de le recadrer. Mon père a affirmé que c'était un malentendu, que je n'avais jamais dit qu'il ne pouvait pas l'utiliser, qu'il était sous pression pour aider ma sœur et qu'il avait fait un choix qu'il pensait que la famille soutiendrait. Le juge lui a demandé si j'avais déjà donné mon consentement écrit ou verbal pour que l'argent soit utilisé. Il a dit « non », puis s'est arrêté, puis a dit « mais je ne pensais pas que c'était nécessaire ». C'était tout. C'était tout ce dont le juge avait besoin. Il a statué en ma faveur. Ils ont été condamnés à rembourser les $8 500 complets, plus $2 100 de frais juridiques, plus une date limite, 30 jours, sans exception. Ça ne ressemblait pas à une victoire, ça ressemblait juste à la fin, comme la fin d'un long travail que tu n'as jamais voulu commencer. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel de mon avocat. Le chèque était arrivé, par courrier certifié, signé par mon père, payé intégralement. Je suis allé le chercher le jour même, je l'ai déposé, et 2 jours plus tard, j'ai acheté une Honda Civic d'occasion sur laquelle je lorgnais depuis des mois, titre propre, un seul propriétaire, roule en douceur. Ce soir-là, j'ai fait un tour en voiture, juste pour sentir l'air passer par les fenêtres, pas de musique, pas d'appel, juste le silence. Je pensais que c'était la fin, mais puis bien sûr ils sont revenus une fois de plus. C'était un dimanche en fin de matinée. J'étais à la maison en train de faire la lessive quand quelqu'un a sonné à l'interphone.
J'ai vérifié la caméra. C'était ma sœur seule tenant de café et un petit album de photos. Elle n'a pas appuyé sur le bouton plus d'une fois, elle est juste restée là. J'ai répondu par le haut-parleur. Elle a demandé si elle pouvait monter, a dit qu'elle voulait parler, a dit qu'elle ne voulait pas me perdre, que les choses avaient dégénéré et qu'elle ne savait pas comment réparer ça, mais peut-être pourrions-nous recommencer. Je lui ai posé une question, si je n'avais jamais intenté la plainte, vous seriez-vous excusé? Il y a eu une longue pause. Puis elle a dit doucement, probablement pas. C'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. Je lui ai dit que je n'étais plus en colère, mais que je n'allais pas faire semblant que rien ne s'était passé. J'ai dit, vous l'avez cassé, j'ai juste arrêté de faire semblant que ça pouvait être réparé. Puis j'ai mis fin à l'appel. Elle est restée dehors un peu plus longtemps puis s'est éloignée. Ma mère n'est plus réapparue. Elle envoie encore des textos tous les 2 mois, toujours vers les fêtes, des trucs comme tu nous manques ou j'espère que tu vas bien. Je ne réponds jamais. Je n'ai pas parlé à mon père depuis l'audience, pas une seule fois. Je ne le ferai probablement jamais. Ryan et ma sœur n'ont pas duré. Il a officiellement déménagé 3 mois après le mariage. Mon cousin a dit qu'il vivait à nouveau chez ses parents et qu'il refusait de parler de tout ce qui concernait notre famille. La plupart de la famille élargie a pris mon parti discrètement pour la plupart, mais clairement ma grand-mère appelle toujours tous les dimanches. Elle m'a dit la semaine dernière que mes parents avaient dit aux voisins que je les avais coupés pour des raisons insignifiantes. Puis elle a dit, ils étaient fiers de toi, maintenant ils sont juste amers que tu aies arrêté de les laisser t'utiliser. Celle-là m'est restée. Et le plus drôle, c'est que je ne me sens pas amer. Je me sens libre. Pour la première fois de ma vie, je ne suis pas lié à des gens qui ne se souviennent de moi que lorsqu'il y a une facture à payer. Je ne suis pas piégé dans des obligations silencieuses. Je ne porte pas une culpabilité qui ne m'appartient pas. Je vis toujours dans le même appartement. Je fais toujours le même travail. Mais tout est différent maintenant parce que maintenant chaque dollar que je gagne, il est à moi, chaque décision que je prends, elle est à moi, et chaque limite que je fixe, elle reste. C'est la fin de tout ça. Pas de vengeance, pas de réunion, juste la paix. Et honnêtement, ça vaut plus que les 8500 $ n'ont jamais valu. Environ 6 mois se sont écoulés depuis la fin de la plainte. La vie a été calme, exactement comme je le voulais. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre par la poste d'un cabinet d'avocats que je ne reconnaissais pas. J'ai pensé que c'était du courrier indésirable au début, mais quand je l'ai ouverte, j'ai vu que c'était de l'avocat de Ryan, pas lié à moi directement, plutôt une formalité. Il s'avère que Ryan a déposé une plainte pour petite créance contre mon père pour fausse déclaration et dommages financiers. En gros, il essaie de récupérer une partie de l'argent qu'il a investi dans le mariage. Apparemment, une grande partie provenait de prêts qu'il a contractés sur la base des promesses que mon père a faites et qui ne se sont jamais concrétisées. La lettre n'était qu'un avis que mon nom était apparu dans les documents et qu'on pourrait me demander de confirmer certaines parties de la chronologie. J'ai appelé le numéro indiqué, je leur ai donné une courte déclaration, et c'était tout. Honnêtement, ça ne m'a pas affecté émotionnellement d'une manière ou d'une autre, ça m'a juste donné l'impression qu'une fin lâche se nouait. Dans un ordre d'idées non liées, je planifiais lentement un déménagement hors de l'État. Rien de majeur, juste une opportunité d'emploi s'est présentée et il semble que c'est le bon moment. Nouvelle ville, nouvelle personne, nouveau départ. Je n'ai parlé à personne dans la famille, pas parce que je me cache, juste parce que je ne les connais plus. C'est étrange comme les choses se normalisent rapidement une fois qu'on se débarrasse du poids. Le silence que je trouvais inconfortable auparavant est maintenant quelque chose que je protège, paisible, privé, le mien.